Aujourd'hui, donc, nous recevons donc nos deux conférencières, Martine Saint-Germain et Joliane Mongrain de l'UQAM, qui se penchent sur un sujet passionnant et inspirant, la relation pédagogique entre les enseignantes et les enseignants et leurs étudiants et étudiantes. Je vais d'abord vous présenter Martine Saint-Germain, que j'ai connue il y a déjà plusieurs années, qui possède un doctorat en éducation. Sa thèse, intitulée Une relation pédagogique de coopération en classe au collégial, traite des stratégies relationnelles mises en place par le personnel enseignant pour favoriser le développement de l'autonomie chez les apprenants et l'engagement dans leur réussite. Conseillère pédagogique au Cégep de l'Outaouais, puis professeure au département d'éducation et formation spécialisée de l'UQAM, Martine travaille activement au développement professionnel du personnel enseignant. Adepte de la recherche-action et des approches de coopération, Martine favorise le partage des expertises et la co-construction des compétences professionnelles par les enseignantes et les enseignants en formation professionnelle et au collégial. Joliane maintenant. Bonjour Joliane. Joliane Mongrain. Elle est chargée de cours au programme de baccalauréat en enseignement professionnel et technique de l'UQAM et elle est enseignante aussi en technique d'éducation à l'enfance au collège Lionel-Gault. Joliane est passionnée de l'enseignement et surtout de la relation pédagogique positive et de coopération. Son mémoire de maîtrise porte sur le sujet de la relation pédagogique positive en formation technique au collégial. De plus, elle a eu l'occasion de travailler à la réalisation d'un projet portant sur la gestion des relations pour l'Observatoire de la formation professionnelle du Québec. Joliane croit fermement en l'importance de la relation pédagogique positive en enseignement et elle s'intéresse aux pratiques qui la favorisent. Curieuse, passionnée et investie, c'est toujours un plaisir pour Joliane d'échanger sur le sujet. Alors, bon webinaire, mesdames, messieurs. Je donne la parole à nos deux conférencières. Merci beaucoup, Nicole. Très belle présentation. Je pense, Martine, que ça va nous éviter de nous représenter nous-mêmes. Donc, je vais partager dès lors l'écran vers notre présentation d'aujourd'hui. Juste un petit moment. Voilà. Martine, est-ce que tu vois bien, ça fonctionne? Oui, oui. Alors, bonjour tout le monde. Merci d'être là. Alors, on n'aura pas besoin de se présenter. Merci, Nicole. Alors, aujourd'hui, c'est justement ce qu'on veut faire, vous communiquer différentes stratégies relationnelles efficaces, là, issues de la recherche, mais issues de nos pratiques aussi, de nos observations, nos analyses. Alors, on va commencer en parlant des structures relationnelles et du partenariat. Pour le partenariat, comment mettre en place un partenariat en classe pour partager les rôles et responsabilités avec les apprenants. Ensuite, on va partager avec vous des stratégies d'alternance dans les communications et aussi ensuite comment s'autoréguler comme enseignant pour être capable de gérer tout ça, là, cette relation-là efficace, cette relation positive, cette relation de coopération. Alors, comme disait Nicole tout à l'heure, ça se peut qu'on vous demande de partager avec nous certaines de vos pratiques. Alors, gênez-vous pas pour le faire, là. On va pouvoir faire ça de manière conviviale. Alors, d'abord, je vais vous présenter Yves Saint-Arnaud, qui est un peu, dans le fond, notre mentor là, dans les recherches. Depuis les 20 dernières années, j'ai fait beaucoup de recherches. Je l'ai consulté, j'ai beaucoup étudié ses écrits sur l'interaction professionnelle. Alors, il s'est beaucoup intéressé à l'interaction professionnelle au niveau du travail. Alors, vraiment, là, pour ceux qui travaillent avec des humains, par exemple les enseignants, mais aussi les médecins, les policiers, les juges, alors tous ceux qui doivent interagir de manière professionnelle avec des personnes. Alors, il y a une vision, lui, Yves Saint-Arnaud, une vision humaniste et contextuelle des relations. Alors, contextuelle, c'est-à-dire au niveau du marché du travail. Et pour lui, en relation humaine, chaque situation est unique. Chaque situation relationnelle est unique. Comme nous, ce qu'on fait ensemble aujourd'hui, ce matin, c'est unique. On n'a jamais vécu ça, on ne le revivra pas non plus.
Alors, comme chaque situation est unique, c'est important pour l'enseignant de reconnaître la complexité du réel, de ce qui se présente devant lui ou devant elle en classe. Alors, l'idée d'être conscient de cette complexité-là, c'est d'éviter d'arriver avec une approche plus mécanique de l'intervention en classe, d'avoir toujours la même approche, alors que les humains qui sont devant nous ne sont jamais les mêmes tout à fait. Les groupes, hein, on le sait, les groupes ne sont jamais les mêmes d'un à l'autre. Alors, comment s'adapter à chacun de ces groupes-là, puis comment bien communiquer? Dans le fond, notre rôle comme enseignant, c'est beaucoup la communication. Alors, la personne enseignante doit faire preuve de souplesse devant toutes ces situations uniques, d'écoute, d'analyse réflexive. Parce que toute situation comporte une part d'incertitude. Parce que les personnes impliquées, bon, il y a le nombre, est-ce que c'est un gros groupe, un petit groupe, leurs valeurs, où est-ce qu'ils sont actuellement dans leur tête, dans leur corps quand ils arrivent en classe? Ils viennent de vivre un contexte familial ou social ou professionnel, ils sont dans un contexte culturel ou institutionnel X. Alors, le moment aussi de l'interaction, est-ce que le cours c'est un matin, c'est un soir, c'est une fin de semaine, l'état émotionnel? Alors, c'est important de tenir compte de tout ça. Alors, sachant tout ça, comment l'enseignant peut être attentif à ce qui se passe en classe. Fait que c'est ça qu'on veut vous présenter aujourd'hui. Quelques stratégies. On a 60 minutes, on n'a pas beaucoup de temps. On va juste vous faire goûter une cuillère à soupe d'un gros chaudron là, de stratégie. Alors, comment l'enseignant peut être attentif à ce qui se passe à chaque instant en ce qui a trait aux relations mises en place, puis comment la personne peut établir des liens avec ses apprenants, puis comment amener les apprenants, les apprenantes à travailler ensemble, à travailler en équipe ou à développer en tout cas leurs compétences. Merci, Martine, pour la belle introduction. Effectivement, M. Saint-Arnaud nous a beaucoup inspirés dans nos recherches. Moi, je me suis inspirée aussi des écrits de Martine, justement, quand j'avais à faire ma maîtrise, ma recherche. Puis, ce qu'on a découvert, en fait, moi, ce qui m'a motivée à me questionner au niveau de la relation pédagogique positive et de coopération, c'est les études que j'ai lues à ce sujet-là qui démontraient qui avait un impact, une influence positive sur la motivation des personnes étudiantes, sur l'engagement, sur le plaisir d'apprendre pour les personnes étudiantes quand il y a une relation pédagogique positive qui est instaurée, mais il y a aussi une influence sur le personnel enseignant, en fait, sur notre vitalité et notre bien-être au travail. De façon un petit peu plus spécifique, les bienfaits qui ressortent par rapport à la mise en place de la relation pédagogique positive, c'est que ça favorise un engagement puis une persévérance scolaire. C'est des éléments assez importants qu'on recherche hein, quand on enseigne au collégial. On souhaite avoir des étudiants et étudiantes devant nous qui sont engagés. Donc, la relation pédagogique serait un élément clé par rapport à ça. Après ça, le bien-être de la personne étudiante aussi, sa participation active en classe, son autonomie, l'autonomie tant dans l'apprentissage en classe que dans les études à la maison. Puis, comme on disait tout à l'heure, son implication et sa motivation seraient également augmentées là, si la relation pédagogique positive ou de coopération est présente. On dit aussi que cette relation diminue le risque de décrochage scolaire puis les comportements déviants et délinquants. Donc, je ne sais pas pour vous, mais moi, honnêtement, c'est ce qui m'a convaincue de l'importance de poursuivre la recherche dans ce sens, puis d'essayer de voir comment on fait maintenant pour la mettre en place, cette relation pédagogique positive. Alors, toute cette interaction-là en classe, dans le fond, c'est l'enseignant qui est capitaine à bord. Alors, toute cette interaction est à construire. La responsabilité de l'interaction, de la relation est entre les mains de l'enseignant. Alors, comment la construire maintenant? C'est ce qu'on va regarder ensemble. Tout à fait. Puis en fait, avant d'entrer dans les stratégies qu'on souhaite vous présenter aujourd'hui, on trouvait pertinent de vous parler des structures relationnelles, puis d'essayer d'identifier lesquelles ou laquelle de ces structures vous utilisez, vous, le plus souvent dans votre pratique. En fait, les structures relationnelles permettent de comprendre la dynamique qui s'installe entre la personne enseignante et son groupe d'apprenants, d'apprenantes, selon les attitudes, les intentions puis le comportement de chacun.
Donc, on vous présente aujourd'hui 3 structures relationnelles, la structure de pression, la structure de service, puis la structure de coopération. Je commence avec la structure de pression. Donc, qu'est-ce que c'est la structure de pression? C'est un mode d'interaction où l'interaction est établie par la personne enseignante. On pourrait se dire que c'est la personne enseignante qui détient le pouvoir, si on veut, dans un groupe où on est en structure de pression. Donc, c'est la personne enseignante qui va solliciter les personnes étudiantes, leur dire quoi faire, leur demander d'intervenir, qui va diriger l'ensemble du cours, qui va décider du déroulement, par exemple, des activités et tout ça. C'est une personne enseignante qui est en mode un petit peu plus directive à ce moment-là. Puis, ce qu'on remarque aussi quand on est en structure de pression, c'est qu'on va tenir compte, on va peu tenir compte, en fait, du champ de compétences de l'autre, des personnes étudiantes. Donc, c'est vraiment un mode où on est top-down, que Martine aime utiliser comme expression, donc où c'est vraiment la personne enseignante qui détient le pouvoir et les prises de décision. C'est plus unilatéral comme relation. Donc, ça, c'est la structure relationnelle de pression. Donc, c'est une enseignante ou une personne enseignante qui va imposer sa vision, les règles, les attentes, par exemple, le fonctionnement en classe. C'est vraiment des décisions qui sont prises par l'enseignant ou l'enseignante. Bon, là, je vous le dépeins de façon, peut-être vous vous dites, oh mon Dieu, ça semble pas très, très bon, la structure de pression. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des enseignants-enseignantes, on va se retrouver parfois dans la structure de pression, parfois dans la structure de service, parfois dans la structure de coopération. Par contre, pendant que je vous parle, peut-être que vous allez vous identifier davantage à l'une de ces structures, puis peut-être que vous allez avoir envie de glisser un peu plus vers la structure de coopération, puis c'est ça qu'on va voir comment on peut le faire. Mais c'est certain que parfois, il est nécessaire, il est utile, il est pertinent d'être en structure de pression. Donc, sentez-vous pas trop mal si c'est le type de structure auquel vous vous identifiez. Des exemples qu'on peut vous donner par rapport à la structure de pression, c'est vraiment, par exemple, on est en classe, on enseigne, on a prévu notre plan de leçon, tout est établi. Puis là, on s'aperçoit en observant notre groupe que, oups, il y a des contenus qui sont peut-être plus ou moins bien compris, que ce serait nécessaire de revenir sur autre chose avant de continuer à avancer. Mais là, la personne enseignante ne tiendrait pas compte de ces observations-là parce qu'elle serait préoccupée par sa planification, puis par le fait de devoir passer à travers tous les contenus, par exemple. Donc, elle ne tient pas compte de ce qu'elle observe, puis elle continue son cours comme prévu. Donc là, on considérerait dans cet exemple-ci qu'on est dans une structure relationnelle de pression parce qu'on ne tient pas compte des besoins des étudiants et étudiantes. Les conséquences possibles, bien, on pourrait observer à long terme, par exemple, pour quelqu'un qui serait constamment en structure de pression, bien, qu'il y aurait une certaine résistance qui pourrait se développer, une démotivation, du stress, un engagement plus faible de la part des personnes étudiantes quand on est là, dans cette structure-là de façon constante. Nicole, vous n'hésitez pas à me couper s'il y a des questions ou des éléments auxquels on peut répondre. Il y a eu Parfait. quelques réactions là, des Oui. participants qui disent que ben, moi, je me reconnais en structure de pression là, avec ces exemples-là. C'est tout à fait normal. Merci, merci Martine. Effectivement, là, je précise, comme je suis en partage d'écran, moi, je ne vois pas les réactions, fait que je vais vous interpeller de temps à autre, mais c'est tout à fait normal de vous reconnaître dans cette structure relationnelle, là, la structure de pression. C'est une structure à laquelle on est plutôt habitué, même, je dirais, hein, qu'on a tendance à utiliser davantage. Maintenant, la deuxième structure que je vous présente, c'est la structure de service. Donc là, on s'en va à l'opposé de la structure de pression. On est dans une structure où le but est établi par la personne étudiante. Donc, ce sont les étudiants, les étudiantes qui demandent un service à leur enseignant, à leur enseignante. Donc, la personne enseignante est sollicitée par les étudiants et étudiantes qui vont déterminer le but. Les personnes étudiantes dans ce contexte-là s'attendent à ce que l'enseignant, l'enseignante agisse et s'adapte à leurs besoins. Okay? Donc, on est dans une structure qui est différente là, de celle que je vous présentais tout à l'heure. L'étudiant, l'étudiante demande, l'enseignant répond. Okay? Donc, on peut voir la posture de la personne enseignante qui est un peu dans un mode de service pédagogique.
Donc, voilà un exemple qu'on pourrait vous donner. En fait, c'est une personne enseignante qui va modifier constamment les consignes d'un travail ou d'une activité pédagogique pour accommoder les demandes des personnes étudiantes. On ne veut pas créer de malaise, on veut que tout le monde soit bien. Donc là, à chaque demande cliente, on dit oui, on s'ajuste, on s'adapte. Donc là, on est dans une structure relationnelle de service dans ce cas-ci où on répond constamment aux demandes et aux besoins des étudiants et étudiantes. On est très accommodant, voire même effacé. Les conséquences possibles de cette structure relationnelle-là, c'est le manque de repères. Donc, les étudiants et étudiantes, parfois, oui, c'est le fun de les écouter puis de répondre à leurs besoins, mais ça peut devenir un peu mêlant pour eux, à savoir, ben, coudonc, on s'en va où finalement, parce qu'il n'y a comme pas de ligne directrice, vu les changements qui sont plutôt constants ou réguliers du moins. Il y a une dilution, évidemment, de l'autorité pédagogique, un manque de responsabilisation aussi qui peut s'installer de la part des personnes étudiantes. Donc, est-ce qu'on a des réactions ici, Martine, des gens qui mentionnent se retrouver dans la structure de service? Oui, il y a quelqu'un qui dit qu'elle reconnaît qu'il y a une de ses étudiantes qui est en structure de service. Les enseignants doivent s'adapter, s'ajuster à cette personne-là. C'est pas OK. toujours facile. Non, c'est pas facile. Puis c'est ça, en fait, c'est la personne enseignante qui accepte de se positionner en structure de service en répondant à ces demandes-là de cette étudiante. Mais c'est vrai que c'est pas évident. C'est pas évident de savoir où on se place. Il est où le juste milieu, justement? Ben, on y arrive. Donc, la troisième structure relationnelle, qui est la structure de coopération, vous l'aurez deviné, c'est à mi-chemin entre la structure de pression et la structure de service en quelque sorte, parce que le but est établi par les deux parties. Donc, autant la personne enseignante que la personne apprenante est sollicitée, s'influence mutuellement, il y a une reconnaissance des compétences de chacun, des rôles de chacun, il y a un partage de pouvoir qui est présent. Donc, dans la structure relationnelle de coopération, ben, tout le monde prend sa place, mais juste sa place. Je cite ici Martine Saint-Germain qui utilise souvent cette phrase-là. Effectivement, prendre sa place, mais juste sa place, c'est ça qu'on fait quand on est dans une En structure fait, c'est relationnelle de prendre sa place, coopération. prendre sa place, prendre toute sa place, mais Oui, juste sa place. exact. Fait que c'est là que dans l'interaction, le prof a quelque chose à faire, à dire pour Mhm, ramener la personne, tu sais, pour pas qu'elle veuille prendre trop de place. exact. Oui, tout à fait. Puis nous, laisser de la place aussi aux personnes étudiantes, tout à fait. Donc, c'est un travail de l'étudiant, l'enseignant travaillent ensemble de concert. Il y a une reconnaissance de l'expertise de chacun, comme je mentionnais tout à l'heure, bien que les rôles soient différents. Moi, je trouve que ça, c'est important de le mentionner. Ce ne sont pas les mêmes rôles qui peuvent être partagés entre les étudiants, étudiantes, enseignants, enseignantes. Il y a des rôles qui nous appartiennent comme enseignants ou enseignantes, bien évidemment. On va adopter comme enseignant une posture de guide, de facilitateur, médiateur. Les étudiants, de leur côté, vont être des apprenants actifs, co-responsables de leur formation. Donc, ils doivent s'impliquer. Ils ont un rôle à jouer dans leurs apprentissages. Un exemple, c'est une personne enseignante qui propose un cadre clair. Hein, ça fait partie de notre rôle d'avoir un cadre, une structure qui est claire pour tout le monde, mais on reste ouvert aux ajustements. Un exemple que j'aime donner, c'est l'exemple d'un plan de leçon qui est prévu avec des activités pédagogiques, activités d'apprentissage qui sont proposées aux étudiants et étudiantes lors du cours. Mais cette activité-là, de quelle façon elle se vit, de quelle façon elle se fait? Est-ce que c'est individuellement, en diade, en équipe? Est-ce que c'est de façon interactive ou plus sous une forme réflexive? Mais c'est là que les étudiants et étudiantes pourraient avoir leur mot à dire et dire, ben nous, aujourd'hui, on file pour le faire ensemble. Ou ah, nous aujourd'hui, on aurait envie de le faire dans un moment un petit peu plus tranquille, de réfléchir, de prendre quelques notes. Donc, la personne enseignante ici demeure ouverte à ça, à ces propositions-là, puis va ajuster la proposition de l'activité d'apprentissage en fonction de ce qu'elle ressent du groupe aussi. Donc, les conséquences possibles, bien, on verrait un engagement plus présent, donc un engagement accru, un sentiment de compétence. Hein, quand on sent que l'enseignant ou l'enseignante nous fait confiance, bien, ça augmente notre sentiment de compétence, il y a un climat positif, ça va développer l'autonomie et la pensée critique. Donc, voilà, c'est ce que je voulais vous présenter là, concernant les trois structures relationnelles, structure de pression, structure de service et finalement la structure de coopération.
Pour terminer, par rapport aux structures, ce qui est important de savoir, c'est que dès le début, là, quand on arrive dans un groupe, on n'est pas automatiquement en structure de coopération. Ça ne se fait pas par magie. C'est du travail d'arriver à la structure relationnelle de coopération parce que d'emblée, elle va soit être de service ou de pression de façon naturelle. Puis là, on doit agir, on doit utiliser des stratégies pour arriver à développer avec notre groupe une structure relationnelle de coopération. Puis là, on va vous en présenter quelques-unes de ces stratégies-là ce matin, justement. Martine, as-tu envie de nous dire, hein, c'est écrit sur le PowerPoint, donc j'imagine que tu as vraiment le goût de nous dire, c'était quoi, toi, ta structure relationnelle au tout début, quand tu as commencé à enseigner au collégial, comment ça se passait pour toi? Ben écoute, clairement, moi j'étais en structure de pression, là, comme tout à l'heure, une personne l'a écrit dans le chat. J'étais en structure de pression parce que j'étais centrée sur mon contenu. Alors là, je pensais à mon contenu, puis j'oubliais que j'avais des humains devant moi, hein. Alors, j'étais plus en pression avec ma structure à moi, puis j'imposais plutôt des règles, etc., là. Mais après, c'est ça, quand on voit que ça crée de la résistance, ça crée des problèmes, ben là, on regarde vers d'autres choses, là. Et toi, Juliane? Oui, ben c'est super intéressant ce que tu dis. Moi, j'étais à l'opposé, hein. J'étais en structure de service quand j'ai commencé à enseigner parce que je voulais trop que les étudiants et les étudiantes m'aiment. Je voulais que ça fonctionne bien. Je voulais qu'on ait une bonne relation. Puis dans ma tête, au départ, ça passait par la structure de service. Je répondais à leurs besoins, à leurs demandes. Mais à un moment donné, ça devient, c'est ça, ça devient déstructuré, si on peut dire ainsi, pour les personnes étudiantes qui ne savent plus trop où se repérer. Puis moi, je me rends compte qu'à un moment donné, ça demande beaucoup de temps et beaucoup d'énergie d'être constamment en structure de service. Donc, j'ai essayé de ramener ça vers la structure de coopération également. Je ne sais pas s'il y en a qui veulent partager leur pratique. Si vous avez le goût d'ouvrir votre micro, levez la main, puis on va pouvoir vous donner la parole. Alors, quelqu'un dit dans le chat, je suis comme Juliane, mais je travaille fort pour revenir à la coopération. Une autre personne dit, j'y vois presque des parallèles avec les théories de l'attachement. Ah, toi, c'est Intéressant. intéressant. Oui, tout à fait. Une autre personne dit, d'après ma brève expérience d'enseignement, selon la personnalité du groupe, certains s'attendaient à une structure de pression, ce qui était très demandant pour moi, alors que d'autres préféraient la structure de coopération, ce qui était tellement enrichissant. Très intéressant. Merci pour les partages. Il y a une question, est-ce qu'une personne pourrait alterner entre pression et service et de là créer de l'ambivalence de la part des étudiants? En fait, c'est sûr que c'est pas noir et blanc comme ça, pression-service. Si la personne alterne, elle est peut-être à l'écoute, elle est peut-être en train de transformer sa relation en structure de coopération à ce moment-là. Oui, parce que dans certains contextes, les étudiants ont besoin qu'on soit plus en structure de pression, hein, pour que ce soit très, très clair, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Puis à d'autres occasions, la structure de service s'y prête un peu mieux, mais c'est vrai que si on utilise un peu les deux, on est peut-être proche de la relation de coopération. Ouais, c'est intéressant. Un exemple que je pourrais donner d'une enseignante, juste avant de parler du partenariat, si tu me permets, Juliane, une enseignante qui enseignait en gestion de commerce. Puis j'étais dans sa classe, j'observais, c'était une de mes participantes à la recherche. Puis là, tout d'un coup, les étudiants lui demandent, ah, on aimerait ça plutôt que d'avoir des cours magistraux, d'avoir des vidéos. Fait que ça fait peut-être une dizaine d'années de ça. Ils demandaient, elle enseignait en fait ressources humaines, c'était le volet ressources humaines là, lors du cours. Puis là, elle se sentait un peu mal à l'aise. Là, elle était comme en service, là, eux demandaient, puis elle était un peu choquée aussi par ça, parce qu'elle dit, ben, coudonc, il n'aime pas mes cours, c'est quoi, tu sais? Finalement, elle a comme pris un instant de réflexion, puis elle leur a tourné ça de bord, elle leur a tourné la relation en relation de coopération en leur demandant, est-ce que vous seriez prêt à faire des recherches pour trouver des vidéos sur ce que je viens de vous enseigner, ce qu'on vient de voir au niveau théorique? Puis la semaine prochaine, envoyez-moi-en d'ici le prochain cours, puis la semaine prochaine, on pourra regarder ça ensemble. Alors là, c'est comme ça qu'elle a transformé, elle les a responsabilisés, dans le fond, à la recherche de capsules vidéo
sur le thème qu'elle venait d'enseigner. Fait qu'eux, ils ont trouvé ça très intéressant, puis elle aussi, finalement. Alors là, on voit que la Ouais. structure s'était transformée. Fait qu'elle n'est pas restée offusquée de ce qu'ils lui ont demandé, mais plutôt, elle a vu là, dans le fond, une ouverture vers un partenariat avec eux. Puis Ouais. ça a bien été aussi. Intéressant. Alors, il y a quelques réponses encore là, qui défilent, mais on va continuer, si vous le voulez bien. Le partenariat. Alors, la première stratégie qu'on utilise pour être capable de mettre en place justement cette structure relationnelle de coopération-là, c'est la stratégie de partenariat. Alors, au début du cours, on ne démarre pas un cours avant d'avoir établi ce partenariat-là. Alors, moi, je l'utilise à l'université, j'ai des groupes de 60 ou quand j'ai à la maîtrise, si j'ai des plus petits groupes de 10, je l'utilise aussi. Ou même au 3e cycle, dans des rencontres individuelles, on s'établit avant de commencer à travailler sur les contenus ou de travailler sur l'objet de la rencontre, on s'établit un petit partenariat. Alors, qu'est-ce que c'est le partenariat? C'est de reconnaître, bon, le fond, c'est une stratégie qui reconnaît que chacun a un rôle à jouer dans l'objectif de notre rencontre. Alors, comme si c'est en classe, par exemple, on va s'établir un but commun avec les apprenants, puis on va partager nos rôles et responsabilités pour l'atteinte du but commun. Dans le fond, l'atteinte du but commun, c'est souvent la réussite du cours. Alors, on va pouvoir discuter de ça ensemble avant de commencer la session. Mais c'est aussi une activité qu'on peut faire en cours de session quand on voit que ça va moins bien avec le groupe, là. Mais l'idée, c'est de se doter d'un but commun puis d'une démarche commune aussi. Vous permettez, j'ai une petite question de la Oui, part de Pascal, parce qu'on oui, va revenir à la structure oui. relationnelle, si vous me le permettez. Elle dit, est-ce que la structure relationnelle idéale pourrait varier selon le domaine d'études, selon vous? Par exemple, un programme en justice versus un programme en gestion de projet. En fait, je dirais que ça change pas par rapport au type de contenu, là. C'est plus, l'idée, c'est d'entrer en relation avec nos apprenants. Alors, si on veut les amener à se responsabiliser dans leurs apprentissages, peu importe le domaine étudié, alors les structures relationnelles ont leur place, là. La structure de coopération a sa place si on veut qu'en justice, par exemple, que les apprenants dans le domaine de la justice prennent leurs responsabilités d'apprenants. Alors, c'est pas en lien avec les types de contenus. C'est plus, dans le fond, c'est l'idée d'entrer en relation avec les personnes avec qui on travaille en classe. Je sais pas si j'ai été assez claire. Je pense que oui. OK. OK, alors le partenariat, comment mettre en place le partenariat? Il y a différentes façons de faire. Moi, j'aime bien, j'ai été prof de sciences au secondaire, là, fait que j'aime bien avoir une approche là, structurée, là. J'utilise le diagramme de Venn. Alors, je demande aux étudiants d'écrire individuellement d'abord, d'écrire c'est quoi leurs attentes envers l'enseignant ou l'enseignante. Puis, dans la première zone et dans la deuxième zone, plus à droite, quelles sont leurs attentes envers leurs collègues étudiants? Puis ça va être la zone vraiment importante là, de l'établissement du partenariat. Parce qu'ils vont entendre ensuite, quand on va faire le partage, ils vont entendre quelles sont les attentes de leurs collègues en classe. Alors là, ça va être très important pour la gestion par la suite du partenariat. Puis au centre, on peut avoir la zone commune. Quelles sont nos attentes conjointes, enseignants-enseignants? Fait que les attentes, ça peut être en lien avec les attentes en lien avec le contenu, avec des attitudes, des valeurs. On va regarder un exemple. Oui. Peut-être, Martine, aussi, Oui. j'ajouterais par rapport à la question précédente, ben, peut-être que dans l'entente de partenariat, là, il pourrait y avoir certaines subtilités selon le domaine, justement, enseigné. On parlait en justice, par exemple, peut-être que là, il y a des attentes au niveau de la rigueur qui sont peut-être plus dominantes, par exemple. Donc, on pourrait retrouver dans le partenariat certaines distinctions par rapport au domaine, à mon avis. OK, qu'est-ce que tu veux dire, Pardon? Julien? Répète, s'il te plaît. Oui, Je oui, pas de m'excuse. souci. Non, mais je disais, la personne qui posait une question OK, tantôt par oui, rapport au oui. domaine, si on disait Oui, que les structures relationnelles, que ce soit de pression, de service ou de coopération, bien, la structure de coopération a sa place, qu'importe le domaine.
Mais ce que je proposais, c'est que dans l'entente de partenariat, il pourrait y avoir des subtilités en lien avec ce domaine-là. Tu sais, il y a Ah oui, certains domaines qui d'accord. vont nécessiter, par exemple, le port d'un uniforme pendant les laboratoires. Ben là, ça pourrait être précisé Exactement. ici. Ouais. Exactement. Je m'excuse parce que tantôt, je lisais le chat en même temps que tu parlais, là. Pas de trouble, Martine, pas Alors, de c'est trouble. ça le webinaire, désolé. Alors, justement, quand tu dis, effectivement, c'est un bon ajout à la réponse. Le domaine, oui, il peut y avoir des précisions qu'on va ajouter dans le partenariat. Par exemple, vous voyez les hommes ici, dans cet exemple-là, en génie mécanique, portent l'uniforme. Alors, eux, c'est une exigence. Alors, ça, c'est sûr qu'ici, on pourrait dire que c'est une structure de pression, mais en fait, c'est pas la structure de pression, c'est que les étudiants adhèrent à cela. Mhm. Ça serait une structure de pression si on n'écoutait pas, par exemple, là, leur besoin d'avoir un habit plus aéré, par exemple, qui leur permet quand même d'avoir des mouvements, de la souplesse. Alors, c'est là qu'on voit, ici, dans cet exemple-là, de la mise en place d'un partenariat. C'était un groupe où il y avait justement des difficultés, des conflits entre les groupes d'étudiants. C'est un groupe qui se connaissait déjà. Alors là, on m'avait invité à venir instaurer, à faire une activité, en fait, là, pour aider le groupe à travailler ensemble. Alors, j'ai pensé utiliser le partenariat pour arriver à ce que les personnes puissent se parler, puis que ça se passe bien pour le reste de la session. Alors, la première étape était d'écrire individuellement les attentes envers l'enseignant, comme je disais dans le diagramme de Venn, les attentes envers les étudiants, puis les attentes communes. Ils le font individuellement, ensuite ils partagent à 2 ou à 3, puis ensuite en grand groupe. J'aime bien faire cette manière-là, comme ça les étudiants peuvent réfléchir et articuler leurs pensées avec quelqu'un avant de présenter leur opinion, leur avis devant tout le groupe. Alors, les étudiants viennent devant le groupe. J'invite toujours les étudiants à faire cette activité-là au tableau et à interagir avec leur père. Puis ils écrivent au tableau les attentes, etc. Ensuite, on regarde tout ça plus en détail, puis tu peux changer, ouais. Puis on regarde qu'est-ce qu'ils ont écrit. Fait que, par exemple, si on regarde dans la colonne à gauche, mon attente envers l'enseignant et qu'il y a un support détaillé au niveau théorique, alors là, on demande aux étudiants qu'est-ce que vous voulez dire par support détaillé ou tolérance. Qu'est-ce que vous voulez dire par tolérance? Donnez-nous des exemples. Alors, c'est là qu'on discute ensemble, dans le fond, de notre manière d'agir en classe. On s'attend à quoi? Puis ensuite, la colonne de droite, là, la partie mes attentes envers mes collègues. Alors, je m'attends que mes collègues soient motivés, qu'ils communiquent, qu'il y ait du respect. Ah oui, du respect, qu'est-ce que ça veut dire pour toi le respect? Alors, on les amène à s'exprimer, puis à se dire des choses, mais de manière objective, sans être dans la colère, dans la peine. Alors là, on met, dans le fond, on met sur table, carte sur table, pour voir comment ça va se passer. C'est une activité qui dure environ 40 minutes, je vous dirais, mais qui vaut vraiment la peine d'être faite pour que chacun puisse voir quelles sont les attentes de tout le monde. On va travailler ensemble pour l'atteinte de la compétence. Alors, travaillons de bonne manière ensemble et prenons la responsabilité que ça se passe bien. Parce que dans mes attentes envers l'enseignant, ici, c'est là que je peux ici prendre ma place aussi comme enseignante, dire, bon, ben, vous me demandez un délai de réponse. Je dirais que 24 à 48 heures, d'accord, mais attendez-vous pas une réponse dans la journée même, dans 12 heures. Là, ici, j'avais négocié avec eux pour 24 à 48 heures, mais pour vous comme enseignant, si c'est 5 jours, mais c'est à vous là, de donner vraiment là, quels sont vos besoins, de quelle manière vous voulez répondre aux besoins des étudiants. Et par rapport à mes attentes envers mes collègues, c'est là que, comme je disais tout à l'heure, on discute de tout ça. Poser des Ouais. questions, par exemple, là, en classe. Est-ce que l'enseignante accepte ça pendant la rencontre ou elle préfère après, etc. Oui, puis Il y a j'ajouterais juste différentes une petite façons. chose, Oui, Martine, c'est que souvent on se oui, fait demander quand on présente ça, les attentes envers les étudiants, étudiantes, est-ce que nous, les profs, on a notre mot à dire, tu sais, mais ce qu'on trouve intéressant, ce qu'on remarque, là, plus on le fait, plus on observe par rapport à ça, c'est que les étudiants, étudiantes vont
eux-mêmes nommer bien souvent les attentes que nous, on aurait aimé nommer. Une participation active en classe, une participation équitable dans les travaux, le respect quand les étudiants, mes collègues de classe posent des questions, éviter le jugement. Donc, la plupart du temps, les étudiants et étudiantes ont déjà nommé ce que moi, j'aurais aimé ajouter au tableau. Puis si c'est pas fait, si ça n'a pas été nommé, bien, je me permets à ce moment-là de dire, ben moi, j'en ai une autre attente envers vous. Puis là, souvent, j'arrive avec la responsabilisation. Donc, voilà, ça, c'est mon attente qui rarement là, ressort de la part des étudiants et étudiantes. Mais sinon, ça nous évite à nous d'arriver en mode directif, puis de dire, voici ce à quoi je m'attends de vous. C'est le groupe qui l'a nommé lui-même, puis ça, c'est super pour l'engagement et pour le respect de ces règles de classe-là, finalement. Puis je voyais dans le chat aussi que c'est vrai que Oui. les attentes peuvent être différentes selon les cultures. Puis je me souviens à l'UQAM, à un moment donné, je tutoie rapidement les gens, puis c'était sorti ça. Les gens disaient, ben nous, on préfère le vouvoiement. Ah, OK. Alors là, j'ai dû m'adapter au vouvoiement parce que c'était vraiment un besoin. Surtout que nos étudiants, là, c'est souvent des enseignants, puis sont à un âge, là, adulte, là, avancé, 30, 40 ans. Tout à Là. fait. Oui, ça Alors, il y a permet d'autres d'ajuster. exemples. Oui. Oui, il y a d'autres exemples. Martine, vu qu'il reste une vingtaine de minutes seulement, j'aurais tendance à les pas présenter là, dans le détail chacun des exemples. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, peut-être la vidéo de Rachel. Tu la présenterais? Oui. OK. On va vous présenter ça. Ça dure 2-3 minutes. On accélérera sur autre chose à ce moment-là. Donc, voilà. Ah, le son. Il n'y a pas de son. On n'a pas de son, Il n'y a Joliane. pas de son. Bon, pourtant, j'avais cliqué sur ce que vous m'aviez dit tout à l'heure. Donc, je recommence. Partager l'écran, inclure le son. Parfait. Ouais, on y est. Je remets ça au départ. Dites-moi si ça fonctionne. Bonjour, je m'appelle Rachel Parfait. Fournier. J'enseigne au Collège Lionel Gros en technique d'éducation à l'enfance et on m'a demandé de vous parler de l'entente de partenariat que j'ai établie avec mes étudiants à l'hiver 2025. Donc, j'avais 3 groupes d'étudiants. Ce que ça donne, dans le fond, puis la raison pour laquelle je le fais, c'est pour qu'on puisse tous exprimer nos attentes très clairement. Puis après, moi, ça me permet de m'y référer aux besoins. Donc, ici, voici les 3 arbres qui ont été créés. J'ai appelé ça l'arbre des valeurs parce qu'on est en pédagogie par la nature, puis je trouvais que c'était représentatif. Donc, vous voyez que les arbres sont très différents, mais au bout du compte, après, en grand groupe, ce qu'on a fait, c'est que je leur ai demandé c'était quoi les valeurs qu'elles voulaient qu'ils se reflètent dans la classe. Donc, je les ai écrites ici au centre. Puis après ça, quelles sont les attentes qu'elles ont entre elles? Quelles sont les attentes qu'elles ont envers moi et quelles sont mes attentes que je pourrais avoir envers elles. Puis c'était elles qui les exprimaient aussi. Donc, par exemple, entre elles, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont vécu une première session ensemble. Puis là, après ça, ça leur permet justement de dire, hey, moi, là, pour ajuster là, ce que j'ai vécu à cette session, c'est la session dernière, j'aimerais ça que tout le monde participe, j'aimerais ça qu'il y ait de l'engagement dans le travail, que ce soit équitable dans les travaux, que vous respectiez les ententes, qu'il y ait une rigueur, un travail de qualité. Donc, ça leur permet s'il y avait des enjeux, ben d'en parler ouvertement. C'est ça, tout le monde ensemble. Donc, voici mes 3 arbres. Ensuite, il y avait une classe avec laquelle que ça a été plus difficile justement de respecter l'ensemble des attentes dont on s'était parlé. Donc, j'ai créé un petit prédit que j'ai mis dans notre dossier parce que l'entente de partenariat a été signée par les étudiants. Je leur avais donné aussi une petite fiche pour qu'ils écrivent leurs besoins. Puis je leur avais demandé de signer pour souligner qu'ils adhéraient à cette entente-là. Mais au 3e cours, étant donné que j'ai vu que c'était un petit peu plus difficile, ben, j'ai créé un prédit pour dire, OK, on doit être encore plus spécifique. Ben, voici les valeurs dont on s'était parlé, puis qu'est-ce que ça veut dire exactement? Donc, voici notre arbre des valeurs. Ben, le respect, c'est quoi? Puis, je suis allée prendre des idées dans le plan de cours, dans nos règles de classe, puis dans ce qu'elles avaient dit. Donc, j'ai été vraiment plus spécifique que dans l'arbre des valeurs parce que c'était un besoin de cette classe-là. Donc, voici, l'écoute a été expliquée, l'ouverture, toutes les idées sont bonnes, mais une façon, à un moment de les dire parce que des fois, ça pleuvait un peu partout dans la classe, certaines idées. Donc, je les ai toutes décrites très, très clairement.
Donc, voici ce que ça donne. Puis, j'espère que ça vous inspire. Moi, j'étais dans la classe de Martine, puis c'était très important pour moi de le faire au premier cours. Je trouve que ça crée justement un espace pour exprimer nos attentes, puis un espace aussi pour se référer après aux besoins. Merci beaucoup. Ben, Voilà. justement, Joliane ou Martine, Oui. il y a Marie Beauchamp, elle, qui pose la question suivante. Quelles sont les interventions à privilégier si les attentes ne sont pas respectées ou si des difficultés sont rencontrées? Excellente question. Oui, bien c'est là justement que, comme par exemple, l'enseignante qui vient de parler dit, ben moi, j'ai fait un prédit, je suis revenue là-dessus. L'idée, c'est de revenir sur le partenariat là, en début de groupe. On fait comme ce qu'on appelle un toc-toc, on leur demande est-ce qu'on peut revenir sur ce qu'on a fait ensemble, le partenariat. Je vois que, puis arriver avec des observations claires de ce qui n'a pas bien été. Je vois ou j'entends que pas porter de jugement, pas dire, ben là, vous êtes pas mal paresseux. Ou, c'est vraiment d'arriver avec des observations claires de j'entends qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent en même temps dans le groupe. Je vois qu'il y a des retards. Tu sais, on arrive avec des observations claires. Ça, c'est ce qu'on appelle une stratégie de concertation. Mais là, aujourd'hui, on n'a pas le temps d'élaborer sur toute la stratégie de concertation qui nous permet de dénouer des impasses relationnelles puis de revenir au partenariat, mais on peut simplement revenir au partenariat en leur demandant, dans le fond, de qu'est-ce qui se passe, puis comment on peut revenir ensemble. C'est à eux, comme on veut les responsabiliser, alors il faut qu'eux nous le disent aussi, comment on va revenir à travailler en partenariat ensemble. Exact. Donc, je reviens au partage d'écran ici. On avait différents exemples. Donc, c'est ça, il existe vraiment différentes façons de faire une entente de partenariat. Ça peut être de façon plus ludique aussi, sous forme de jeu, d'activité. Ça peut être en ligne avec un Padlet. Bref, quand vous recevrez le PowerPoint, vous aurez accès là, à ces différentes méthodes également. Donc, je passe par-dessus la réflexion, vu le temps qui nous manque. Puis, on passe à la deuxième stratégie qui est l'alternance dans les communications. Puis, je vais aller aussi relativement rapidement parce que la plupart du temps, c'est une stratégie en fait que vous utilisez, qu'on utilise comme enseignant-enseignante sans peut-être toujours s'en rendre compte. En fait, c'est surtout ça. Mais l'alternance dans les communications, c'est une stratégie en fait qui se base sur l'utilisation de 4 différents canaux de communication. Les 4 canaux sont l'entretien de relations, l'information sur le contenu, la facilitation, puis la réception. L'idée de l'alternance, c'est d'osciller entre ces 4 canaux de communication de façon fréquente, je dirais. Donc, d'éviter de passer trop de temps dans le même canal de communication. On peut peut-être oui. aller tout de suite à l'autorégulation. Alors, il y a les canaux de communication qui nous aident à mieux communiquer, dans le fond, nos informations ou à mettre en place le partenariat. Malheureusement, on n'a pas assez de temps pour aller dans le détail. Parfait. Mais ensuite, il faut aussi que l'enseignant, avec la question de Marie tout à l'heure, il faut que l'enseignant s'autorégule, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit attentif à ce qui se passe devant lui ou devant elle pour soit revenir sur le partenariat, revenir à une discussion avec les apprenants pour ramener, dans le fond, l'équilibre. Puis, ce qui est un bon indice d'efficacité relationnelle, c'est notre ressenti. Alors, le ressenti, c'est notre BDN. C'est ce qu'on ressent lors d'une intervention. Fait que dès que ça va pas bien, je vais ressentir comme une contraction dans mon ventre. Le ressenti est plus rapide que la pensée. Alors, on va utiliser les jeux de couleurs. Le jeu de couleurs comme les feux de circulation. Alors, quand je suis dans le vert, tout va bien, ça se passe bien avec les étudiants, il n'y a pas d'irritants. Dans le jaune, ça commence à irriter. Bien là, il faut tout de suite que je revienne sur le partenariat. Il ne faut pas que j'attende de tomber dans le rouge. Mais si je suis dans le rouge, c'est plus difficile de revenir. Notre stratégie de concertation va être un peu plus difficile. Alors, si on regarde, on aurait voulu faire un exemple, mais là, on a peut-être pas on peut prendre un petit 30 secondes quand même. Ouais.
En fait, ce qui est important de voir aussi avec l'autorégulation, c'est qu'on n'a pas tous le même ressenti par rapport aux mêmes situations. Il est possible, par exemple, que dans une certaine situation, moi, je sois dans le vert, puis Martine soit dans le jaune ou vice-versa, d'où l'importance d'écouter notre ressenti à nous pour agir en conséquence par la suite. Vous pourriez vous demander à l'instant, là, avec si on te demande de répéter une information que vous venez tout juste de dire. Donc, vous venez de dire quelque chose, puis là, une étudiante pose une question qui est en lien direct avec ce que vous venez d'expliquer. Posez-vous la question en ce moment, est-ce que vous êtes dans le vert dans une situation comme ça? Êtes-vous plutôt dans le jaune ou êtes-vous plutôt dans le rouge? L'idéal, c'est d'intervenir quand on est dans le jaune, puis pas attendre de devenir dans le rouge. Puis on est dans le vert, c'est des choses qui ne nous dérangent pas. Donc, je me sens bien, la relation est bonne, on poursuit dans ce sens-là. Le jaune, c'est j'ai un petit inconfort, ça m'agace. Pas trop, je suis pas, je me dis pas ça n'a pas de bon sens, mais il y a quand même quelque chose qui vient déranger. Donc, c'est un bon moment pour intervenir, justement, pour s'ajuster. Puis le rouge, ben là, pour nous, ça dépasse l'entendement presque. Là, on est vraiment irrité par la situation, on est agacé. Donc, voilà, c'était juste pour vous illustrer que peu importe la situation, on n'aura pas tous le même ressenti, mais il faut écouter notre ressenti à nous. Puis aussi, il faut, justement, il y en a qui disent ça dépend si c'est la première fois, etc. Oui. Ben, c'est là qu'il faut agir aussi. Il ne faut pas laisser aller si notre ressenti change de couleur, là, si on se sent moins bien. Il faut tout de suite faire la mise au point un peu. C'est un peu ça l'idée, là. Exact. Toujours en les faisant se responsabiliser. Ensuite, dans le toc-toc, j'en ai parlé tout à l'heure. Oui. Bon, donc en résumé, bon, évidemment, on aurait aimé pouvoir vous parler davantage là, de la stratégie de l'alternance, mais vous irez, si ça vous intéresse, consulter le PowerPoint. Je pense que c'est assez digeste, assez facile à comprendre. Mais en résumé, les 3 stratégies qu'on vous a présentées aujourd'hui, il y a l'entente de partenariat, l'alternance et l'autorégulation pour vous permettre là, de favoriser la relation de coopération, puis d'identifier aussi dans laquelle de ces structures vous vous retrouvez le plus souvent. Martine, je sais peut-être d'une communauté pratique, s'il y en a qui veulent en savoir davantage. Oui, c'est ça. On a un site web. Alors, si je peux vous le montrer. ça vous intéresse de participer ou d'échanger avec nous, on a un site web, puis il y a une communauté de partage. Et on a des rencontres là, une fois par mois ou un mois et demi. Là, la prochaine, c'est au mois d'octobre. Ça devrait être dans la semaine du 6 ou du 11. Là. Il s'agit juste là, de remonter un petit peu, juste à cliquer sur communauté de partage plus haut, un petit peu plus haut, ouais. Clique sur communauté de partage, puis on arrive directement sur la communauté. Vous pouvez à ce moment-là vous inscrire. On vous envoie un lien Teams. On discute ensemble d'un cas. Quand on fait nos rencontres, c'est une rencontre d'1 heure. Puis on parle d'1 cas seulement. Alors, vous vous inscrivez, puis là, on vous demande si vous avez un cas à partager. On en choisit un, puis on discute ensemble. C'est vraiment vous qui discutez entre vous. Nous, on est là pour juste vous aider dans la discussion, là. Mais c'est l'idée de partager votre vécu de mise en place d'une relation pédagogique efficace ou de gestion de classe ou des fois de conflits. On pourrait peut-être élaborer un peu plus sur les stratégies de concertation, comment ramener dans le fond, éviter les conflits, comment ramener la relation en relation de coopération. Là. Exact. Puis sur le site web, il y a toutes nos aussi, il y a toutes nos communications, nos documents, il y a des vidéos, il y a un peu de tout. Le site, c'est pédagogique de coopération, c'est un site hébergé par l'UQAM. Alors, vous pouvez facilement y aller. Puis, un autre site aussi, c'est le site de l'Observatoire de la formation professionnelle avec Joliane et une autre collègue. On a élaboré là, des cahiers d'activités, des vidéos. Alors, on a un cahier activité brise-glace qui a une trentaine d'activités brise-glace. Il y a diversifié ces méthodes de formation d'équipe. Si tu veux télécharger le cahier, juste à cliquer ou les vidéos, vous pouvez facilement accéder à tout ce matériel-là, comment mettre en place une équipe. Alors, il y a différents éléments dans ça, là, soit des cahiers, des affiches, des vidéos que vous pouvez utiliser.
Alors, gênez-vous pas, il y a du matériel. Nous sommes là pour partager avec vous là, vos préoccupations, vos pratiques. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Pour le moment, il n'y a pas de questions, mais les personnes ont été, et je les ai remerciées, elles ont été très actives dans le clavardage. Alors, je vous invite bien sûr à continuer à commenter. Il nous reste encore quelques minutes pour la présentation. Oui, à commenter ou à prendre la parole si vous le souhaitez. Vous êtes Oui, les vous pouvez bienvenus, lever en la main. sachant bien sûr que c'est enregistré. Puis, je vois un commentaire qui dit en technique de travail social, on utilise par exemple le partenariat, puis les étudiants peuvent être tannés de faire cet exercice d'une classe à l'autre. Ce qu'on faisait avec les groupes, c'est qu'on reprenait le même partenariat d'un groupe à l'autre. Tu sais, on peut réactiver des partenariats qu'eux ont vécu ailleurs. On peut leur demander d'en présenter un, puis de voir si on peut partager de cette manière-là. Ils sont plus actifs, ils sont plus responsables, puis c'est différent à ce moment-là. Oui, puis Mais ça si prend les moins de attentes temps, sont là, claires, évidemment. on n'est peut-être pas obligé d'aller plus en profondeur. Surtout en travail social, ils sont habitués de partager leurs préoccupations, leurs attentes, leurs besoins. Fait que ça peut être fait en 5 minutes peut-être, là. Tout à fait. Je me permets aussi, Martine et Joliane, de mettre le lien vers l'autre site web dont tu m'as parlé tantôt, Martine. Oui. Est-ce que tu veux en glisser un mot? Ouais, le site web de l'Observatoire, Oui, c'est On l'a ça, présenté. on l'a présenté tout à l'heure. C'est un site où on trouve là, différentes activités de gestion de classe. Nous, on OK, appelle ça pardon. gestion des relations. Alors, il y a une 13 thèmes différents là, auxquels on peut se référer. Donc, il y a le site web, notre site web Relations pédagogiques, puis le site de l'Observatoire sur la gestion des relations. Parfait. Alors, il reste 4 minutes. Ça va peut-être permettre aux enseignants qui donnent un cours, enseignantes et qui donnent un cours bientôt, de pouvoir aller se prendre un café avant de se rendre à leur cours. C'était, puis comme quelqu'un l'écrivait, en fait, c'est Marie qui l'a écrit. Merci pour cette présentation qui nous permet de nous remettre au centre de nos préoccupations, l'essentiel, c'est-à-dire la relation et non le contenu. Alors, merci énormément, Martine et Joliane, et j'espère avoir le plaisir de vous rencontrer une autre fois, bien sûr. Alors, la semaine prochaine, un webinaire sur la clé d'un stage réussi. On invite là, les gens à y participer, bien sûr, et les remerciements affluent, mesdames. Les gens sont très contents d'avoir pu participer à ce webinaire. Alors, on se dit à bientôt. Et Martine, à plus que bientôt, j'espère qu'on aura la chance de se revoir. Merci aussi, Joliane. À bientôt. Bonne fin de semaine, tout le monde, même si on est jeudi.